Bien, bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui pour notre deuxième séminaire de la rentrée Jean-Pierre Luminet, que vous connaissez certainement pour 10 raisons différentes. Alors, astrophysicien, écrivain, moi c'est 2 raisons pour lesquelles on peut connaître Jean-Pierre. Il est directeur de recherche au CNRS, il passait un long temps de carrière au LUT, à Paris-Meudon. Aujourd'hui, il est attaché au LAM, à Marseille. Donc, il a fait le chemin depuis Marseille pour nous parler et nous présenter ses travaux. Il est officier des arts et lettres, membre de l'Académie de l'air et de l'espace. Ses travaux portent surtout donc, sur la physique des trous noirs et sur la cosmologie. Je disais physicien, ses travaux lui ont valu un grand nombre de distinctions. Je vais en sélectionner quelques-unes simplement, juste pour vous le dire. Prix Paul Doitteau, Émile Bluté de l'information scientifique, c'était en 2006. Le prix européen de la communication scientifique en 2007. Et puis, honneur suprême, vraiment, la petite planète découverte au Mont Palomar en 91. Alors, je crois que son numéro, c'est 5523. Porte son nom, en hommage à ses travaux. Alors, je disais physicien, également écrivain, une vingtaine, trentaine d'ouvrages, 7 romans que beaucoup d'entre nous ont dû lire sur la biographie et l'œuvre d'un grand nombre d'astronomes, depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Beaucoup de nouvelles, un grand nombre d'ouvrages scientifiques également. Alors, un mot, il y a une image ici, le trou noir. En 1979, il a été le premier à illustrer, à faire par simulation, sans outils informatiques, hein, pas ceux d'aujourd'hui, la déformation optique, aux distorsions optiques dues à la présence d'un trou noir, une image qui s'est confirmée récemment, mais je lui laisserai la primeur de cette présentation-là. Je ne vais pas prendre plus longtemps la parole et je la lui passe tout de suite. Merci Jean-Pierre. Merci Riyad. Merci d'être là. Je me réjouis d'avoir l'occasion donc de vous parler pour quelques-unes des problématiques les plus fascinantes de la physique fondamentale, de la physique contemporaine, problématiques sur lesquelles donc j'ai beaucoup travaillé. Les trous noirs, bien sûr, qui formeront une bonne partie de l'exposé, puis après on passera à l'échelle de la cosmologie, et puis on finira, si je ne suis pas trop long, si j'aime bien brosser des longs panoramas dans des temps réduits, des idées beaucoup plus spéculatives, mais assez fascinantes, notamment concernant la possibilité d'univers multiples prédits par certaines théories dites de la gravitation quantique. Bien, alors on va commencer par des choses très simples, hein, des rappels sur l'esprit même de ce qu'est la théorie d'Einstein, la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, dont Einstein a présenté des équations en 2015. Avec cette idée que donc la gravitation ne va plus être représentée comme on le faisait dans la théorie newtonienne par une force, la fameuse force d'attraction universelle, ou de façon métaphorique. Vous voulez pas éteindre? Ce serait possible de diminuer les lumières, comme ça on verrait mieux l'écran, parce que j'ai quelques très belles images plus tard à vous montrer, notamment sur les trous noirs. Voilà. Oui, donc comme vous le savez, voilà, la loi de la gravitation universelle, qui marche fort bien sur le plan calculatoire, invoque donc effectivement pour expliquer les déviations de trajectoire au voisinage. Oui, très bien, ok. Oui, hein, c'est bien. Mais vous pouvez mettre un petit peu de lumière au fond si... voilà, très bien, parfait. Voilà. Donc cette force, cette loi 1 sur R2, reproduit très très bien le mouvement de la mécanique céleste. Le problème, c'est qu'il y a un problème conceptuel. C'est calculé sur le plan calculatoire, ça marche extrêmement bien, en tout cas dans notre environnement, même dans le système solaire, etc. Il y a un problème conceptuel, c'est que la force de Newton est une action à distance instantanée, c'est-à-dire à vitesse infinie. Or, vous savez qu'avec l'électromagnétisme de Maxwell, qui s'est développé à la fin du XIXe siècle, il y a cette limitation imposée par la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, conceptuellement, il y a un problème avec la force newtonienne. Et donc, c'est l'une des raisons qui a poussé les physiciens, et essentiellement Albert Einstein, bien entendu, à élaborer une nouvelle théorie de la gravitation dans laquelle on va se débarrasser justement de cette action à distance instantanée, qui n'a pas de sens physique, et au profit d'une géométrisation complète. Au lieu d'avoir un champ de force, on a un champ de gravité qui est décrit par une distorsion, une déformation de la courbe de l'espace-temps, qui va se traduire donc par des propriétés de courbure de l'espace-temps.
Alors l'une des manifestations les plus spectaculaires de cette distorsion, parce que les équations d'Einstein vont lier le degré de courbure locale de l'espace-temps à la distribution de matière et d'énergie dans une région donnée. Donc on peut soupçonner qu'au plus il va y avoir une forte concentration de matière et d'énergie dans une région de taille limitée, au plus la distorsion va être grande. Et donc c'est un phénomène qui en astrophysique porte le nom de fondement gravitationnel, puisqu'on sait que beaucoup de configurations astrophysiques, ne serait-ce que déjà une étoile massive, à un certain moment donné de l'évolution, finit par se contracter sous sa propre gravité et carrément s'effondrer. Et donc on peut se poser la question, dans cette vision, dans la vision relativiste, que devient le tissu élastique, disons, de l'espace-temps, lorsque l'on a, par exemple, un corps qui... est-ce que l'animation, est-ce que ça marche comme ça? Oui, voilà. Votre objet s'effondre. Voilà. Et qui va former ce que l'on va appeler un trou noir. Voilà. Donc j'ai mis ici parmi d'autres, quatre chercheurs scientifiques qui ont joué un rôle absolument fondamental dans ces interrogations sur les fondements gravitationnels. Donc pour rappel, au cas où, Karl Schwarzschild, c'est le premier à avoir trouvé la solution exacte des équations d'Einstein à peine quelques semaines après la publication par Einstein de ces équations-là, correspondant à la structure de l'espace-temps relativiste, donc autour d'un objet sphérique. Voilà, sans savoir que ça s'appliquerait à la distribution d'un trou noir statique, c'est-à-dire un trou noir parfaitement sphérique. Chandrasekhar, prix Nobel de physique notamment, il a étudié des configurations, initialement, il a étudié des configurations d'astres compacts qui n'étaient pas encore des trous noirs, qu'on appelle les naines blanches par exemple, ce genre de choses. Et puis plus tard, il s'est passionné pour les trous noirs et il a beaucoup travaillé sur la théorie mathématique des trous noirs. Robert Oppenheimer, le fameux Oppenheimer lié au projet Manhattan, de la bombe atomique, auparavant, il avait fait, avec ses étudiants, le premier calcul d'effondrement gravitationnel relativiste et montré qu'on n'appelait pas encore cet objet-là effondré, on n'appelait pas encore ça un trou noir. Il avait montré qu'à un certain moment de l'effondrement, une partie de l'espace-temps se coupait de toute communication avec le milieu extérieur. Bien. Et puis John Wheeler, c'est un personnage extraordinaire qui a dirigé des thèses de Richard Feynman et de quantité d'autres physiciens brillants. Il bouillonnait d'idées, et c'est à lui qu'on doit notamment le terme de black hole dans les années 60, et puis d'autres termes qui interviennent dans la relativité générale. Bien. Alors donc, je reviens sur cette idée. Donc, les équations d'Einstein, les équations du champ gravitationnel d'Einstein, sous forme très condensée, s'expriment de cette façon-là. Vous égalez deux objets qu'on appelle des tenseurs, des sortes de matrices 4-4, d'une certaine façon. Voilà. À gauche, vous avez un objet qui va rassembler toutes les propriétés relatives à la courbure, les propriétés de la géométrie locale de l'espace-temps, essentiellement définies par 10 composantes. Voilà. Et puis à droite, toutes les propriétés rassemblant ce qui concerne la distribution de la matière et de l'énergie, et également le mouvement, puisque évidemment le mouvement engendre également de la matière et de l'énergie. Voilà. Et donc, ce qu'il y a d'admirable dans ces équations, c'est que c'est l'équivalence entre les deux. C'est-à-dire la matière et l'énergie, la courbure et l'espace-temps, et réciproquement, la courbure de l'espace-temps dicte les mouvements de la matière et de l'énergie, c'est ça. La relativité générale. Alors, toujours dans cette visualisation un peu simpliste à 2 dimensions, évidemment, c'est l'espace-temps est quadridimensionnel, donc pour montrer quelque chose, on utilise en général l'idée de ce tissu à 2 dimensions, qui est plus ou moins distordu par la présence des corps massifs. Alors, ah oui, alors j'ai oublié de dire, pardon. Donc, les solutions des équations d'Einstein, c'est quoi? Les solutions des équations d'Einstein, ça s'appelle des métriques d'espace-temps, écrites comme ça. Alors, enfin, ça, c'est très simple. C'est une sorte de théorème de Pythagore généralisé. De même que dans l'espace ordinaire euclidien sur la table, je vais décrire les propriétés
de courbure de la table, c'est-à-dire de non-courbure en fait, en écrivant que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, vous prenez après n'importe quel espace, n'importe quel nombre de dimensions, l'espace riemanien ou pas, etc., etc. Vous rajoutez des coefficients, parce qu'il y a de la courbure, etc., et vous avez l'équivalent du théorème de Pythagore. DS2, c'est l'intervalle, c'est une sorte d'hypoténuse spatio-temporelle qui dépend donc des autres coordonnées, avec tous ces coefficients, là, je vous dis, il y en a 10 indépendants, qui caractérisent qu'on appelle les potentiels de gravitation. Bon. Alors donc, ça veut dire que dans les situations où on a une faible gravité, c'est-à-dire l'approximation newtonienne va être plutôt bonne, c'est le cas des systèmes solaires. Voilà. Donc, va être suffisamment bonne dans la plupart des cas. C'est pour ça que quand on envoie les vaisseaux spatiaux faire des rendez-vous extraordinaires avec un noyau de comète ou des choses comme ça, on utilise encore les équations de Newton, les lois de la mécanique céleste. Maintenant, si on va aller plus subtilement, il y a quand même des effets relativistes dans le système solaire, l'orbite de Mercure, tout un ensemble de choses qui se manifestent, mais ces effets sont relativement faibles. Après, évidemment, vous avez des configurations où la gravité est plus forte, et typiquement les configurations engendrées par les étoiles compactes, naines blanches, étoiles à neutrons, essentiellement, donc résidus finaux de l'évolution de la plupart des étoiles. Et puis, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le cas extrême où on a des systèmes à très très forte gravité qui vont précisément correspondre au trou noir, c'est-à-dire issus d'un effondrement gravitationnel qui ne pourra pas être freiné par une résistance ultime de la matière, comme c'est le cas pour les naines blanches et les étoiles à neutrons. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la différence, même si c'est, je répète, une image, une sorte de vue d'artiste un peu métaphorique. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir une simple distorsion locale, on a un puits, carrément. Un puits de gravité. Et le puits donc est caractérisé par un bord, le bord du puits, qui est un bord immatériel, contrairement aux autres objets qui ont une surface solide, les étoiles à neutrons, les pulsars, tout ça, ça a des surfaces solides. Là, le trou noir ne va pas avoir du tout de surface solide, c'est juste, il va être délimité, sa frontière du trou noir, c'est le bord du puits, et c'est la zone de non-retour, c'est-à-dire si vous franchissez le puits, vous ne pouvez plus en sortir, et même si vous êtes un rayon lumineux. Et donc, la frontière s'appelle Event Horizon, c'est-à-dire horizon des événements. Alors ici, c'est un cercle parce que c'est à 2 dimensions. À 3 dimensions, dans l'espace tridimensionnel, c'est par exemple une sphère ou un ellipsoïde légèrement aplati quand le trou noir tourne. Je répète, ce n'est pas une surface solide, une frontière géométrique, zone de non-retour. Voilà. Bien. Alors on l'appelle horizon des événements, ça porte bien son nom, ça veut dire que tous les événements qui sont dans le puits, c'est-à-dire dans le trou noir, ils sont inaccessibles et inobservables pour tout observateur extérieur. Donc, la surface du trou noir joue le rôle d'un horizon au-delà duquel on ne peut pas voir les événements qui sont dans le trou noir. Voilà vraiment le b.a.-ba. Maintenant, une notion d'astrophysique, parce que ça, c'est juste des considérations fondées juste sur la relativité générale, considération théorique. Est-ce qu'il y a maintenant des processus astrophysiques susceptibles réellement de produire ce genre de configuration de très très forte gravité que sont les trous noirs? Alors ça, ce sont les théories de l'évolution stellaire qui se sont développées au XXe siècle, qui nous disent, alors en abrégé, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour raconter tout ça, les lois de l'évolution stellaire sont assez bien résumées dans ce vaste tableau où au départ vous avez les étoiles à leur naissance avec les masses qui sont indiquées ici, en unité de masse solaire, voilà. Et puis ici vous avez typiquement les densités centrales de ces étoiles-là, et ça, les flèches-là, ce sont les trajets d'évolution à mesure que les étoiles évoluent, puisqu'elles consomment leur carburant, et ainsi de suite, etc. Et à la fin de cette consommation, le cœur de ces étoiles s'effondre gravitationnellement. Bien. Bon, les lois nous disent que, les lois de l'astrophysique nous disent que 90% des étoiles, dont la masse est inférieure grosso modo à 7 ou 8 fois la masse du Soleil, terminent leur course sous forme de naines blanches, qui sont donc des objets compacts de masse à peu près stellaire, mais de taille à peu près terrestre, donc des objets assez denses. Voilà, donc notamment le sort final du Soleil. Alors, ce qu'il y a, c'est que Chandrasekhar, dont j'ai parlé, l'une de ses premières grandes découvertes dans les années 20, consistera à démontrer que c'est bien beau les naines blanches, mais elles ne peuvent pas supporter une masse plus grande que 1,4 fois la masse du Soleil. Parce que leur structure, la pression qui les fait tenir, ça s'appelle la pression de dégénérescence électronique, au-dessus de 1,4 fois la masse solaire, ne résiste pas à l'écrasement.
Donc il y a d'autres configurations plus denses. Alors ça concerne l'évolution d'environ 9,9% des autres étoiles plus massives, dont la masse est grosso modo, dont la masse initiale est grosso modo comprise entre 8 à 9 fois la masse du Soleil jusqu'à quelque chose comme 30 ou 40. C'est un peu incertain parce que aussi c'est fondé sur des simulations numériques, etc., combinées à des observations. Et donc ces objets-là évoluent de façon plus brutale. À la fin de leur vie, ils explosent dans les fameuses explosions de supernova, et surtout le cœur de ces étoiles s'effondre pour former des objets beaucoup plus compacts qu'on appelle des étoiles à neutrons. Voilà, une sorte de paquet de neutrons. Cette fois-ci, c'est la pression de dégénérescence électronique qui résiste à l'effondrement gravitationnel. La physique connue actuellement, on peut toujours inventer autre chose, hein, mais pour l'instant, la physique connue, qui marche bien, nous dit que il y a également une limite de masse supérieure pour les étoiles à neutrons. Une limite dite de Landau, Oppenheimer et Volkoff, qui est d'environ 3 fois la masse du Soleil. D'ailleurs, les observations actuelles qui permettent de mesurer les masses des pulsars et des étoiles à neutrons disent que pour l'instant, aucune étoile à neutrons observée n'a une masse dépassant 2 fois la masse du Soleil. Ça veut dire que la théorie ne donne pas d'autre alternative pour l'instant que l'effondrement gravitationnel en trou noir, c'est-à-dire que la matière ne peut pas résister. Hein, voilà. Et alors vous voyez sur et donc ça concernerait l'évolution des étoiles, grosso modo, plus massives, environ initialement que 40 fois la masse du Soleil, ce qui ne représente qu'en moyenne une étoile sur 10 000, parce que le spectre de masse des étoiles est essentiellement centré autour des étoiles de type solaire. Hein, voilà. Bon, mais ça veut dire qu'une étoile sur 10 000, à terme, fabrique un trou noir de nature stellaire, c'est-à-dire de masse stellaire, c'est-à-dire quelquefois la masse du Soleil, 10, peut-être 50, 60 fois maximum la masse du Soleil, et on a au moins une explication de la formation de ces trous noirs stellaires. Alors, je ne sais plus ce que j'ai préparé pour la suite, mais aussi je vais y venir. Après, la théorie nous dit qu'il va exister des trous noirs un peu de toute taille et de toute masse, y compris des trous noirs qui ne sont pas formés par effondrement gravitationnel d'étoiles, donc des trous noirs microscopiques qui se sont formés au Big Bang, et puis surtout, je vais être amené à en parler plus en détail, des trous noirs géants et supermassifs qui ne sont pas formés avec des étoiles, ou alors formés par la croissance d'un trou noir initialement stellaire qui, à force d'avaler de la matière, finit par grossir à des tailles gigantesques. J'aurai l'occasion d'y revenir. Bon. Alors une fois que vous avez dit, bon, ok, d'accord, il y a des processus astrophysiques plausibles qui expliquent la formation de trous noirs, au moins déjà les trous noirs stellaires. Voilà. Ben maintenant, comment on les voit? Comment on les met en évidence? Voilà. Donc on va rechercher des signatures. Les signatures, évidemment, vont être des signatures indirectes au départ, puisque le trou noir en lui-même, c'est l'objet par définition invisible. Donc on va plutôt observer le comportement de la matière qui va être autour du trou noir et qui va se comporter d'une façon caractéristique et qui va donc être une signature observationnelle des trous noirs. Alors par exemple, pour la détection des trous noirs dits stellaires, eh bien la signature qui a longtemps été la seule, c'est des trous noirs qui seraient associés dans des couples stellaires, puisque la plupart des étoiles vivent en couple. Et dans un couple stellaire, l'une des deux, si elle est massive, se transforme en trou noir, tandis que l'autre reste à l'état gazeux. Et cette vue d'artiste, ceci est évidemment une vue d'artiste, suggère que dans ce stade de l'évolution, il y a un transfert de matière, c'est-à-dire le champ de gravité du trou noir arrache et aspire une partie de l'enveloppe gazeuse de l'étoile partenaire qui se met donc en spirale et qui forme ce qu'on appelle un disque d'accrétion, une structure de gaz turbulente qu'on appelle un disque d'accrétion et qui va progressivement perdre de l'énergie du moment angulaire et donc va s'approcher, spiraler, finir par tomber dans le trou noir, mais ce faisant évidemment s'échauffer à des températures de millions de degrés, ça émet des bouffées de rayonnement X. Voilà une signature indirecte. Alors on a commencé à faire des modèles, donc on appelle ça des sources X binaires, parce que ce sont des étoiles doubles dont on ne voit qu'une composante visible, et puis c'est associé à des sources X, des sources de rayonnement X puissantes et rapidement variables, et donc interprétées par des disques d'accrétion autour de ces objets compacts. Donc ce sont les premières signatures qui ont été imaginées dans les années 70, d'abord par quelques théoriciens qui ont fait la théorie des disques d'accrétion et assez rapidement suivi des premiers télescopes à rayons X embarqués dans l'espace, parce que vous savez que les rayons X n'arrivent pas au sol, donc il fallait attendre le développement du spatial pour envoyer des télescopes à rayons X dans l'espace. Et dès qu'on a fait ça, on a commencé effectivement à découvrir ces sources X binaires avec des caractéristiques qui ressemblaient vraiment à ce qui était prédit par les modèles de disques d'accrétion.
Alors, en ce qui concerne maintenant les trous noirs géants, les trous noirs supermassifs, on soupçonnait déjà également à cette époque, fin des années 60, début des années 70, qu'au centre des galaxies, cette fois-ci, il pouvait y avoir des trous noirs, enfin un trou noir autour de quasiment chaque galaxie, mais un trou noir géant. Un trou noir géant, ça veut dire un trou noir extrêmement massif. Des millions de fois la masse du Soleil, y compris plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Donc c'est des trous noirs massifs et supermassifs. On peut dire aussi qu'ils sont géants parce qu'il y a une formule très simple qui lie la taille d'un trou noir à sa masse. C'est une formule de proportionnalité. Voilà. Donc si vous augmentez de 1 milliard la masse d'un trou noir, sa taille augmente d'1 milliard. Alors je ne vous l'ai pas dit, donc bon, c'est la formule Ryan de Schwarzschild, c'est très, très simple. Ryan de Schwarzschild d'un trou noir, c'est 3 km multiplié par la masse, en unité de la masse du Soleil. Donc ça veut dire qu'un trou noir qui ferait 10 fois la masse du Soleil ferait 30 km de diamètre. Voilà. Et s'il fait 10 milliards de fois la masse du Soleil, ça commence à faire énorme. Hein, bon, voilà. Bien. Alors ces trous noirs-là, on soupçonne leur existence depuis longtemps. Au départ, c'était par des arguments énergétiques. Par exemple, on observait ce genre d'objet. Là, vous voyez, c'est une photographie extraordinaire. Ça s'appelle une radiogalaxie. Ça, là, voilà. Donc la galaxie, elle est là. C'est déjà une galaxie géante, déjà beaucoup plus grosse que notre propre Voie lactée. Et vous avez des jets relativistes qui sont émis, des jets de plasma très très chaud, à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'il y a un moteur au centre de la galaxie capable de faire ces éjections-là. Et dès la fin des années 60, les théoriciens ont spéculé que ce moteur ne pouvait être qu'un gros trou noir. Alors, c'est pas lui directement, évidemment, il n'y a pas de l'énergie qui sort, mais en revanche, il va produire dans son environnement des phénomènes d'éjection de matière à très haute vitesse, et donc c'est le moteur d'activité de ce qu'on appelle maintenant les noyaux actifs de galaxies. Alors maintenant, après on s'est dit, mais il peut y avoir des trous noirs géants, mais qui ne sont pas très actifs, parce qu'ils ont déjà avalé pas mal de matière, etc. Donc, il peut y avoir des trous noirs relativement calmes, et c'est le cas au centre de notre propre galaxie, où également, depuis les années 90, on soupçonne la présence d'un trou noir relativement massif, 4 millions de fois la masse du Soleil, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et cette fois-ci, c'est l'observation, alors c'est un peu plus direct, hein, c'est l'observation en fait du mouvement, on fait un suivi observationnel depuis un peu plus de 30 ans des étoiles qui gravitent autour du centre de gravité de la Voie lactée, où on ne voit rien, mais l'analyse des vitesses anormalement élevées de ces étoiles conduit, la dynamique de cet amas d'étoiles conduit donc à l'hypothèse d'un trou noir central. Bien. Alors moi, c'est l'époque où... si je voulais mettre... Alors, et une autre signature indirecte, sur laquelle j'ai commencé à travailler au début des années 80, c'est s'intéresser en fait à qu'est-ce qui se passe lorsqu'une étoile va frôler un trou noir massif ou supermassif. Bon, typiquement, au centre d'une galaxie, il y a des amas d'étoiles, comme ça. Puis il y en a qui vont passer tellement près du trou noir, il y en a qui vont tomber dedans. Bon, ok, d'accord, c'est peut-être pas très intéressant parce qu'elles disparaissent, voilà. Mais il y en a qui vont frôler. Et là, c'est plus intéressant parce que quand elles le frôlent, elles vont pénétrer dans une région délimitée par ce qu'on appelle le rayon de marée du trou noir, c'est-à-dire une région où les forces de gravitation, l'équivalent des forces gravitationnelles, c'est-à-dire en fait la courbure de l'espace-temps est tellement grande que l'objet qui pénètre lui-même va être distordu, etc. Donc au début des années 80, j'ai commencé, et j'étais l'un des premiers à calculer comment une étoile pénétrant dans le rayon de marée d'un trou noir supermassif pouvait effectivement évoluer, et à calculer que ces étoiles étaient détruites en fait par les forces de marée, ce qui du coup dans leur destruction ça provoque des quantités de phénomènes observables, et ça faisait une signature. Alors ça c'est une animation vraiment très très simpliste par rapport à la complexité du phénomène. Disons que mes collaborateurs, on avait calculé qu'en quelques heures de passage dans le rayon de marée, l'étoile est essentiellement aplatie dans le plan de son orbite pour être transformée en ce que j'en avais appelé les stellar pancakes, le crêpe stellaire, les crêpes gazeuses aplaties. Et puis après, ça finissait par rebondir, la pression augmentant, et par exploser. Et on avait donc publié dans notre papier, dans la revue Nature, on avait parlé donc de crêpes stellaires flambées. Bien. Alors au départ, c'était des calculs théoriques, et puis alors, quelques années après, les télescopes à rayons X et autres ont effectivement trouvé ce genre de phénomène, et aujourd'hui on voit des crêpes stellaires flambées de partout dans l'univers. Voilà, donc c'est aussi une autre signature indirecte. Alors on va se rapprocher maintenant
des signatures un peu plus consistantes, c'est-à-dire un peu moins indirectes, avec les fameuses ondes gravitationnelles. Alors, les ondes gravitationnelles, vous le savez, c'est une prédiction incontournable de la théorie d'Einstein, c'est-à-dire que la matière, la distribution de matière déforme l'espace-temps, mais le mouvement également. Mais lorsque la matière bouge dans l'espace-temps, elle fait vibrer d'une certaine manière l'espace-temps et produit ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles, qui sont en fait une propagation de la courbure, d'une petite partie de la courbure de l'espace-temps, qui se produit d'ailleurs à la vitesse de la lumière. Alors, ces ondes gravitationnelles ont été prédites en 1916 par Einstein. Ça, c'est une petite simulation numérique qui montre un couple de trous noirs en rotation qui, en tournant, agite l'espace-temps et produit des ondes gravitationnelles. Donc, évidemment, l'amplitude ici est fantastiquement augmentée par rapport à l'amplitude réelle, qui est d'une faiblesse absolument insigne. Et dans les années 80, bon, à l'époque où j'étais au LUT, à l'observatoire, où je travaillais plutôt sur les crêpes stellaires, ce genre de choses, mes collègues, eux, travaillaient sur les ondes gravitationnelles et ils avaient calculé, comme Thibaut Damour et d'autres là, ils avaient calculé à quoi ressemblerait le signal gravitationnel émis lors de la coalescence, c'est-à-dire la fusion de deux trous noirs, puisqu'il y a des couples de trous noirs. Voilà. Donc, typiquement, le calcul donnait ce genre de choses, c'est-à-dire la phase où les trous noirs se rapprochent, la phase de spirale, donc avec l'amplitude qui augmente, sorte de sinusoïde qui augmente. Ça, c'est le moment de la fusion. On va former un trou noir unique. C'est là où l'essentiel de l'énergie va être libéré. Puis après, le trou noir va vibrer un peu comme une cloche. Et puis après, il va cesser de vibrer et il atteint un état d'équilibre. Alors, les échelles de temps sont extrêmement courtes. Hein, ce genre de processus est extrêmement violent et ça libère des énergies absolument phénoménales. Et pour l'amplitude de l'onde gravitationnelle, vous voyez ici les chiffres. Hein, on est au niveau de 10 puissance moins 20. Donc, vous imaginez effectivement la sensibilité des appareils qu'il a fallu construire, qu'on appelle des interféromètres gravitationnels, pour arriver à mesurer ces infimes vibrations de l'espace-temps dû à la fusion de trous noirs. Et comme vous le savez, ça a quand même été une des grandes nouvelles de l'astrophysique de ces dernières années. Deux interféromètres gravitationnels qui étaient installés aux États-Unis, qui s'appellent LIGO, vous les voyez ici. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le fonctionnement de ces appareils absolument extraordinaires, ont bel et bien capté dans cet événement baptisé GW 150914, parce que c'était le 14 septembre 2015, ont bel et bien capté, chacun à tour de rôle, avec un petit décalage temporel correspondant à la propagation du signal d'un détecteur à l'autre. Voilà, ces courbes qui ressemblent quand même effectivement très fortement au calcul des théoriciens. Et donc voilà, c'était les premières détections d'ondes gravitationnelles directement issues de la fusion de trous noirs. Et depuis, comme vous le savez, on a rajouté un troisième instrument qui est en Italie, c'est un franco-italien, donc on peut mieux cibler. Et on a des dizaines d'événements. On a une nouvelle astronomie, qui est l'astronomie gravitationnelle, qui donne quelque chose encore de plus proche. C'est pas encore la signature totale et définitive du trou noir, mais enfin, pour l'instant, on n'a pas d'alternative plausible pour expliquer le signal autre que cette fusion de trous noirs. Bien. Alors maintenant, on va passer à l'autre question. Ben, tout ça, c'est bien beau, mais ça reste quand même des signatures relativement indirectes. Maintenant, on se dit, mais est-ce qu'on pourrait voir directement, vraiment, une image directe, signature directe du trou noir? Alors évidemment, le trou noir, on va voir l'ombre, c'est-à-dire le noir. Et donc on va plutôt chercher ce qu'il y a autour. Mais il faut arriver à avoir la résolution suffisante pour observer l'environnement d'un trou noir. Je répète, un trou noir typique stellaire ne fait que quelques kilomètres. Le plus proche, il a 6000 années-lumière. Bon, on n'est pas prêt de pouvoir avoir la résolution suffisante. En revanche, les trous noirs super géants et super massifs, ils sont plus loin, certes, mais on se dit, peut-être que... Alors, vous allez voir les chiffres, je vais vous les donner. Alors voilà, je reviens maintenant modestement à ma propre petite histoire, mon propre parcours, avant les crêpes stellaires. C'était aussi à la fin des années 70, après ma formation en mathématiques pures, faite à l'Université de Marseille. Voilà. Donc je commence une thèse de doctorat, pas du tout sur le trou noir, sur les machins compliqués, les singularités en cosmologie, etc., etc. Et puis c'est quand même une époque, j'arrive à l'observatoire de Meudon, je vois bien que je m'intéresse déjà au trou noir, parce que je m'intéresse aux distorsions de l'espace-temps, et ce genre de choses, voilà. Puis je vois bien que la plupart des astronomes n'y croient pas vraiment, parce qu'on a des signatures quand même un peu trop indirectes. Voilà. Et en discutant avec mon directeur de thèse de l'époque, Brandon Carter, l'un des meilleurs spécialistes des trous noirs, enfin théoricien en tout cas, on dit mais ce serait pas mal quand même de calculer à quoi ça ressemblerait, de vue de près.
ou vu de loin, mais avec un énorme télescope. À quoi ressemblerait un trou noir entouré de quelque chose? Voilà. Alors déjà, à l'époque, on commençait à parler un petit peu des trous noirs dans la vulgarisation. Pas beaucoup, mais enfin voilà. Et le genre d'image typique qu'on montrait, c'est ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle des vues d'artistes. Voilà. Alors, personnellement, ça évoque simplement l'idée qu'un trou noir est entouré d'une structure de gaz qui va tourbillonner. Voilà. J'ai toujours été un petit peu agacé par ces choses-là, parce que c'est complètement faux. Complètement faux. Parce que ça ne tient absolument pas compte des lois de la propagation des rayons lumineux dans l'espace-temps courbe, des propriétés physiques du disque d'accrétion, etc. Donc je me mets au boulot au début de 1978. Voilà. Pour calculer à quoi ça ressemblerait vraiment. Voilà. Donc un disque de gaz mince autour d'un trou noir. Bon. Alors avant de se lancer dans les calculs, ça c'est une philosophie générale pour les chercheurs, les étudiants, etc., avant d'écrire les équations, c'est bien d'avoir une intuition géométrique de ce qu'on peut avoir, quand on peut avoir une intuition géométrique. Alors pour ça, oui, on pouvait avoir une intuition géométrique assez simple. Vous prenez un objet sphérique entouré d'un disque brillant. Vous avez par exemple les anneaux de Saturne. Bon. On est dans l'espace-temps quasiment plat, sans courbure du système solaire, donc on retrouve essentiellement les lois de l'optique ordinaire. Donc vous avez une partie du disque qui est cachée, du disque qui est caché derrière le disque de Saturne. Bon, voilà. Là, c'est pas très compliqué de se dire maintenant, en relativité générale, on va avoir un espace-temps courbe. Ça va plus être ça. Ce qui va se passer, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, on a ici, alors vu de côté, on a l'objet, le trou noir, on a le disque mince. Alors la partie avant, ça va donner effectivement quelque chose qui va ressembler à ça. Alors ça, c'est une sorte de plaque photo virtuelle, j'imagine, et on va calculer le flux lumineux qui arrive sur cette plaque photo, tous les photons qui sortent du disque d'accrétion. Mais ce qui est intéressant, c'est que la face arrière, dont une partie, selon l'inclinaison, est éventuellement cachée, le champ gravitationnel relève les images, et donc, vous voyez la totalité du dessus, il n'y a plus de partie cachée. Donc, vous avez ça. Deuxième propriété encore bien plus étonnante, les rayons lumineux qui partent carrément de l'autre côté, qui évidemment normalement ne devraient jamais parvenir, certains d'entre eux sont encore tellement déviés par le champ de gravitation qu'ils me donnent une image dite secondaire qui est carrément l'autre côté du disque de gaz, qui est évidemment extrêmement distordu. Donc grosso modo, vous avez le dessus et le dessous, la forme un petit peu d'un champignon. Voilà. Donc une fois qu'on se dit, bon, on devrait obtenir ça, une fois que j'écris le programme, les équations, etc., vous écrivez le programme, et voilà. Alors, pour la petite histoire, à l'époque, c'est 1878, à l'Observatoire de Paris, de Meudon, en fait, il y a un seul gros ordinateur, un gros IBM, qui occupe une pièce entière. On apporte des paquets de cartes perforées, etc., etc. On attend des semaines, des jours ou des semaines pour avoir un tracé. Et pas question, comme vous allez le voir, d'avoir une image finale. On peut que tracer des courbes, genre, par exemple, des courbes isoradiales. Alors, l'équivalent de ce que je vous ai montré, voilà ce que le calcul donne. Voilà. L'image de cercle, c'est l'image vue de dessus des cercles, c'est ça, la partie supérieure du champignon, et l'image de ces mêmes cercles, mais qui ont fait un tour de 180 degrés, c'est la partie basse. Ok, bon, ça, c'est pas encore une image réaliste. Maintenant, il faut tenir compte des vraies propriétés du disque de gaz. Il est chaud à certains endroits, il n'est pas uniformément chaud. Voilà, pour calculer le flux qui va être émis. Donc, deuxième partie, vous rajoutez dans les équations les propriétés physiques du disque de gaz et vous calculez, l'ordinateur est capable, l'ordinateur il avait un tracé simplement de ces courbes-là. Les isophotes, les courbes de flux constant. Voilà, donc là le flux va être maximum autour du trou noir. Alors pourquoi il y a une asymétrie? Parce que normalement dans le disque d'agression, vous avez une loi de température dépendant de la distance, c'est pareil des deux côtés. Mais sauf qu'il y a un effet majeur qui s'appelle l'effet Doppler. Le disque d'accrétion tourne autour du trou noir et à une vitesse relativiste. Donc l'effet Doppler vous dit que la partie qui s'approche de l'observateur, le flux va être considérablement amplifié. Donc on a simplement supposé ici que le disque tourne dans cette direction-là, et donc c'est cette partie-là qui se rapproche de nous, donc le flux va être augmenté. Voilà. Je ne pouvais pas aller plus loin avec les moyens de visualisation de l'ordinateur de l'époque. Mais moi, ce que je voulais, c'est avoir une image réaliste, la plus réaliste possible, une sorte de photographie virtuelle. Voilà. Et donc, cette image a conclu, effectivement, je vais vous expliquer rapidement comment je l'ai faite. Donc, la voici. Voilà, donc c'est une image qui a été publiée pour la première fois
1978, d'abord dans la revue La Recherche, où on avait publié le premier article de vulgarisation en français sur les trous noirs. Mais il n'y avait pas d'explication technique. Et en revanche, donc, au début de 1979, ça a été publié avec toutes les équations et toutes les explications et les étapes intermédiaires là-dessus. Alors, donc on reconnaît donc la structure dont je viens de vous parler. On voit la totalité du... Alors, le trou noir, il est là, avec son horizon des événements qui est légèrement agrandi par rapport à sa taille réelle par un effet de loupe gravitationnelle qui se calcule relativement aisément. La partie avant du disque de gaz, elle est là. Et puis ça, vous voyez le fin halo, c'est la partie arrière, très déformée, dont on ne voit qu'une partie, parce que le reste est caché en supposant que le disque est opaque. Et donc on a cette région de forte luminosité à cause de cet effet Doppler. Alors, pour la petite anecdote, donc, comment j'ai fait... Alors, attendez, je vous montre là. Oui. Alors, pour décoder ça, voilà. Donc, je vous l'ai dit, hein, donc l'ombre du trou noir, c'est-à-dire l'image légèrement agrandie de l'horizon des événements, c'est ça. Ensuite, l'image du dessus, en fait, je viens de vous le dire, j'avais oublié que j'avais mis cette image explicative. Ah oui, un truc que je n'en ai pas parlé là, l'ISCO, ça veut dire la dernière orbite circulaire stable, parce que vous voyez que le bord interne du disque de gaz ne touche pas le trou noir. Il y a un intervalle entre les deux, parce que c'est les lois de la relativité générale qui nous disent qu'il y a une ultime orbite circulaire stable qui est plus grande que l'horizon. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après? L'image du dessous, qu'on appelle aussi l'anneau de photons. Et puis, et ça, donc, c'est la manifestation de l'effet Doppler. Ah oui, alors quand même, donc, comment j'ai fait finalement cette image-là? J'ai dû la faire à la main. Tout simplement à la main. Parce que l'ordinateur ne permettait pas de la faire. Alors, en fait, je suis parti, je me souviens très bien de cette histoire-là. Je suis parti de ça, qui me donnait, sur ma plaque photo virtuelle, la densité, le flux lumineux, auquel je pouvais faire correspondre un peu arbitrairement un nombre de points qui serait le nombre de photons par unité de surface. Donc j'ai pris une grande feuille de papier transparent, papier canson, qui me servait de négatif de ma plaque photo. J'ai découpé en petits carrés, et dans chaque carré, en fonction de ça, j'ai mis à la main un certain nombre de points noirs qui représentaient le nombre de photons par unité de surface. Voilà, j'ai fait à peu près 10 000 points, et puis après j'ai pris le négatif du négatif, et c'est comme ça que j'ai obtenu l'image de cette photographie virtuelle. Voilà. Alors ultérieurement, ces travaux donc, ils ont été publiés, sur le coup on a un petit peu parlé, puis après on a un petit peu oublié, puis personne n'a travaillé pendant 10 ans dessus. C'est-à-dire, moi je suis passé au crêpes stellaire et à autre chose, etc. Bon, voilà. Jusqu'à ce qu'un de mes collaborateurs de l'Observatoire de Paris, qui s'appelait Jean-Alain Marc, reprenne les calculs 10 ans plus tard, en 89, et commence à faire des simulations numériques, cette fois-ci avec des ordinateurs bien plus sophistiqués. Et comme je le disais à Ria tout à l'heure, il a commencé à faire ses premiers calculs ici, au laboratoire dirigé par Jean-François Colonna, sur les ordinateurs d'école polytechnique qui, voilà, ils avaient eu des crédits plus vite que l'Observatoire de Paris pour avoir des bons ordinateurs. Et cette fois-ci, avec les mêmes équations, on pouvait mettre des fausses couleurs, ok, mais surtout calculer différents angles de vue. Moi, j'avais calculé un seul angle de vue, parce que je n'allais pas faire 50 angles de vue en 310 000 points à chaque fois. Voilà, donc il y a un peu ici, il y a tous les angles de vue différents, et on reconnaît tout à fait les mêmes structures, les mêmes caractéristiques. L'image première, l'anneau de photons, la partie du gaz qui s'approche, etc., selon les degrés d'inclinaison. Voilà. Alors après, donc, j'ai dit à Jean-Alain, continuons les choses. Là, on peut calculer carrément en animation qu'est-ce qui va se passer de façon la plus réaliste possible. Alors par exemple, donc, il y a des films, des vidéos qui ont été faites à l'époque. Voilà, ça c'est un vol dans un trou noir. Je répète, c'est pas des vues d'artistes. Chaque point, c'est le résultat d'une intégration des géodésiques, trajectoires de rayons lumineux, dans l'espace-temps courbe, avec des fausses couleurs qui reflètent les températures, etc. Donc ici, on traverse le disque, on voit toutes ces distorsions, ainsi de suite. Bon. Alors après, donc, on oublie ça jusqu'à... Enfin, moi, je continue à travailler sur autre chose, et notamment sur la cosmologie, les univers chiffonnés, etc. Je n'ai pas le temps de vous parler. Simplement pour vous dire que en 2014, moi, j'ai pas plus vraiment suivi tous les travaux de visualisation de trous noirs. En 2014, je reçois un mail de Kip Thorne. Alors, Kip Thorne, c'est un des grands un des grands spécialistes des trous noirs en Amérique, etc., qui me dit Jean-Pierre, en fait, j'ai été conseiller scientifique d'un film qui s'appelle Interstellar, qui va sortir. Si jamais tu vas le voir, ne te fâche pas.
de voir que l'image du trou noir entouré d'un disque de gaz, dont j'ai fourni les équations à toute l'équipe de 200 informaticiens pour calculer les choses, etc., elle ne comprend pas l'effet majeur que tu avais calculé, qui était l'effet Doppler, puisque vous avez une luminosité uniforme. Il me dit simplement, évidemment, je voulais le mettre, parce que c'est fondamental, mais quand j'ai montré ça au producteur utilisateur, il dit non, ça ne va pas, personne ne comprendra rien du tout, donc gardons une image bien léchée, et ainsi de suite. Bon, voilà. Et c'est comme ça que, en 2014, simplement, donc pratiquement 35 ans après mon premier calcul, je me suis dit, tiens, finalement, je vais regarder ce qui s'est fait entre-temps, parce que je répète, moi j'étais passé à autre chose. Hein, voilà. Et puis donc, voyant ça, j'ai dit à Kip, en fait, tu sais, nous on avait calculé, avec Jean Lamarck, on avait calculé à peu près cette configuration déjà en 1997. C'est la même, hein, vu dans le plan équatorial, mais cette fois-ci, il y a vraiment l'effet Doppler qui est là, avec en plus des effets de diffusion, etc. Donc cette image, elle est physiquement plus juste, peut-être un peu moins léchée, évidemment, par rapport au super ordinateur, etc. Bien. Ok, ça c'était 2014. Et puis c'est là que j'ai commencé en me documentant, à revenir sur le sujet, qu'il existait un projet depuis plusieurs années qui était en train de se développer, un projet de radioastronomie censé cette fois-ci obtenir une vraie image télescopique de trous noirs. C'est-à-dire comment on va passer de l'ordinateur au télescope. Alors pour ça, comme je le disais, on va plutôt cibler des trous noirs géants. Parce que les trous noirs stellaires, ils sont totalement hors d'accès de la résolution de n'importe quel télescope que l'on puisse imaginer. Alors, j'ai déjà parlé du trou noir galactique, celui qui est au centre de notre Voie lactée, qu'on appelle Sagittarius A. J'ai déjà dit, je crois, que l'analyse des mouvements orbitaux des étoiles proches de ce trou noir-là conduisent donc à estimer une masse de 4 millions de fois la masse du Soleil. Et avec la formule très simple de Schwarzschild, ça vous donne un diamètre de 25 millions de kilomètres. C'est pas mal, 25 millions de kilomètres, mais on est à quasiment 30 000 années-lumière. Donc, grosso modo, ça veut dire que la taille angulaire sur le ciel, c'est à peu près la taille d'une pièce de monnaie placée sur la Lune. Voilà. Donc, il faut un bon télescope pour arriver à faire ça. Deuxième trou noir éventuellement accessible, c'est-à-dire avec la même à peu près taille angulaire d'une pièce de monnaie sur la Lune, parce que c'est juste, comme je vais vous l'expliquer, la résolution atteinte par ce réseau de télescopes dont je vais vous parler. Il est beaucoup plus loin, il est au centre d'une galaxie géante, Messier 87, qui est à carrément 50 millions d'années-lumière de la Terre, et non plus à 30 000 seulement, mais il abrite un trou noir beaucoup plus massif, de 6 milliards de fois la masse du Soleil. Ça veut dire 40 milliards de kilomètres en diamètre. Donc, grosso modo, c'est à peu près la même taille angulaire. Voilà. Alors, de façon... je me suis souvenu, finalement, en revenant sur mon article de 1979, qu'à la fin de mon article, je prédisais déjà, dans cet encadré, dans cet encadré, voilà, que l'image que j'avais calculée, probablement s'appliquerait, le premier candidat le plus plausible serait Messier 87. Déjà. Bon. Alors donc, maintenant, comment on fait pour voir ce genre de choses, hein? Voilà. Donc, voilà, je vous rappelle la petite formule. Tout ça, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, ça veut dire que le diamètre apparent en micro-arcs-secondes, c'est de l'ordre de 50 micro-arcs-secondes. Alors après, quand on calcule la résolution angulaire d'un télescope, c'est pas du tout mon domaine, l'optique, mais enfin, moi, je vous le dis quand même, hein, c'est proportionnel à l'ouverture, c'est-à-dire à la taille, évidemment, mais c'est inversement proportionnel à la longueur d'onde. Donc, par exemple, en optique, hors de question d'avoir un télescope optique capable d'avoir cette résolution-là. En revanche, en radio, on va baisser la longueur d'onde, et puis surtout, on peut utiliser les techniques dites d'interférométrie à longue base, c'est-à-dire utiliser un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète et faire de l'interférométrie pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope unique ayant la taille du réseau. Voilà. Bon, je vous passe ces détails. Donc, il faut au moins un réseau d'interférométrie à longue base d'au moins 5000 km de taille, fonctionnant à cette longueur d'onde-là, pour résoudre 25 micro-arcs-secondes, donc pour arriver à résoudre l'ombre des deux trous noirs en question. Voilà. Donc, c'est ça, l'Event Horizon Telescope, qui en fait avait démarré sans que j'en sois absolument informé. Bon, eux, ils connaissaient mon travail théorique, mais enfin, après, ils travaillaient plutôt de façon expérimentale. Hein. Voilà, ce réseau de radiotélescopes répartis depuis l'Antarctique jusqu'aux îles Hawaï, en passant par le Chili, l'Europe, etc., avec donc cette résolution angulaire absolument phénoménale. Donc, l'Event Horizon Telescope, qui est un consortium qui fait travailler plus de 200 chercheurs répartis dans plein de laboratoires, répartis sur toute la planète. Et comme vous l'avez sans doute vu, évidemment, alors il y a eu une campagne d'observation en avril 2017
où pendant 4 jours et 4 nuits, les 9 radiotélescopes ont observé simultanément les 2 objets en question. Et il a fallu 2 ans de traitement de données, pour différentes raisons, je n'ai pas le temps de vous expliquer, notamment une masse de données absolument phénoménale, parce que pour faire de l'interférométrie à cette longueur d'onde-là, il fallait prendre une mesure chaque 10 milliardième de seconde. Donc ça fait, au total, il y avait une masse de données qui se mesurait en pétabits. C'était la plus grande masse de données scientifiques jamais accumulée. Donc il a fallu 2 ans de calcul sur des superordinateurs pour arriver à tirer une image. Et donc, ce qui a été présenté, c'est l'image de Messier 87, le trou noir de Messier 87, qui a été délivré donc, le 10 avril 2019. Alors voilà, on voit une couronne lumineuse entourée, entourant cette région noire, qui est censée être donc l'ombre du trou noir, entourée d'une structure de gaz, avec ses effets d'amplification de la lumière dus à la rotation. À la rotation relativiste du disque de gaz. Alors, vous devinez ici que l'angle de vue, ce n'est pas celui que j'avais calculé. Moi, j'avais calculé un angle de vue relativement un peu incliné au-dessus du plan équatorial. Là, c'est presque une vue pratiquement polaire, donc c'est pour ça qu'on voit cette couronne lumineuse. Voilà. Mais comme je l'avais dit, je vais comparer maintenant justement avec les simulations numériques que nous avions faites. Donc voilà la mienne de 79, avec une inclinaison assez forte. Voici celle faite 10 ans plus tard avec mon collègue Jean Lamarck. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve, avec le bon angle d'inclinaison, on retrouve de façon incroyable. Et d'ailleurs, on avait déjà codé par des fausses couleurs les mêmes qui ont été utilisées par l'équipe de l'Event Horizon Telescope. Voilà, on retrouve vraiment cette chose-là. Alors c'est un peu plus précis la simulation, parce que quand même, il y a quand même un problème de résolution qui empêche de voir plus de détails fins, c'est-à-dire empêche de voir l'anneau de photons, l'image secondaire, qui est noyé un petit peu pour l'instant dans les observations. Voilà. Bon, voilà un petit peu cette jolie aventure, 40 ans après ce calcul. Franchement, moi, à l'époque, je ne m'attendais pas du tout à ce que de mon vivant, on puisse avoir une image télescopique de trou noir. Donc, on reconnaît ce que je vous ai dit, là, voilà, l'ombre du trou noir. On compare l'image télescopique et l'image numérique. Bon, voilà. Alors, j'ai déjà consommé pas mal de temps, sur 45 minutes, parce que j'ai encore pas mal de choses à raconter. Qu'y a-t-il au fond du trou? Voilà. Parce qu'évidemment, dès qu'on parle d'un trou noir, plus de gravitation, la matière et l'énergie, ça tombe dedans, mais où ça va? Alors, dans une première solution les plus simples, le trou noir de Schwarzschild, le trou noir qui ne tourne pas, la relativité générale classique, c'est-à-dire non quantifiée, nous dit que toutes les trajectoires convergent vers le centre du trou noir et va former ce qu'on appelle une singularité. Une singularité gravitationnelle, c'est-à-dire un infini de courbure. La courbure devient infinie. Donc ça fait une sorte de nœud qui va boucher l'espace-temps. Le puits gravitationnel a un fond. Il est bouché, mais ce fond, il est singulier. Et ça, les physiciens détestent les singularités, évidemment. Lorsqu'il y a des infinis, vous ne pouvez plus rien calculer, etc. etc. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est que dès que vous supposez que le trou noir est en rotation, par exemple, or les trous noirs doivent être en rotation, les solutions génériques des trous noirs en moment angulaire, eh bien, il y a des solutions, en tout cas mathématiques, des descriptions mathématiques de ce qui peut se passer lors de la formation de trous noirs, qui donnent plutôt ce genre de structure, qu'on appelle un pont d'Einstein-Rosen. Et puis, alors vous voyez, donc le dessus, ça ressemble à l'entonnoir. Et puis vous voyez qu'au lieu de se fermer, comme là, ça se resserre et puis ça s'ouvre à nouveau. Et vous avez ici l'autre côté du trou noir, qu'on a appelé trou blanc, white hole. Vous mieux appeler ça fontaine blanche, parce que si vous imaginez de la matière et de l'énergie qui tombent par le haut, et si ça peut transiter par ce pont, ça ressort ailleurs dans l'espace et le temps, un jaillissement d'énergie, donc une sorte de fontaine blanche. Là, vous reconnaissez sans doute, si vous vous intéressez un petit peu à la chose, je n'en doute pas, ce qui va devenir plus tard ce qu'on va appeler les trous de verre, les fameux wormholes, c'est-à-dire donc ces structures qui, je répète, restent spéculatives, mais absolument fascinantes quand même, parce que ça sort des équations de la relativité générale classique. Ces structures qui pourraient donc se former à la suite donc de l'effondrement gravitationnel, la formation de trous noirs, et qui pourraient connecter en fait des régions différentes de l'espace-temps à travers donc ces sortes de distorsions qu'on a fini par, que John Wheeler appelait les wormholes, c'est-à-dire les trous de verre. Pourquoi ça a suscité tant d'intérêt?
chez les physiciens, puis après dans la science-fiction, ben, c'est parce qu'on s'est aperçu que si on pouvait emprunter un trou de verre sans encombre, alors ça c'est une autre histoire, hein, mais enfin au moins théoriquement on peut, hein, ben, pour aller de A à B, on a des raccourcis fantastiques pour voyager dans l'espace et le temps. Sans s'affranchir évidemment des limitations ordinaires de la relativité, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, etc. Mais on emprunte des raccourcis, des vrais raccourcis spatio-temporels, et au lieu de voyager pendant des siècles ou des millénaires pour aller sur une étoile voisine, c'est-à-dire on ne le fera quasiment jamais, on emprunte un raccourci et on y va en 1 heure par exemple. Donc, après, les écrivains de science-fiction disent c'est génial, on a peut-être enfin trouvé le moyen de voyager dans l'hyperespace, hein, le vieux rêve qu'après on a vu dans tant de films de science-fiction, y compris Interstellar d'ailleurs, qui jouait beaucoup sur cette histoire de trous de verre. Voilà. Bon, ces structures-là sont fascinantes et elles sont quand même extrêmement instables. Quand on les étudie un peu plus sérieusement, on s'aperçoit que elles sont instables, en ce sens que la moindre perturbation gravitationnelle a tendance à les détruire. Alors imaginons que dans le cas idéalisé, on ait bel et bien un trou de verre qui se forme, qui soit là, qui ne soit pas fermé, etc. Le moindre truc qui rentre, ne serait-ce qu'un photon, une particule de lumière, donc fortiori évidemment un vaisseau spatial, etc., va induire une perturbation gravitationnelle, parce que le mouvement crée de l'énergie crée de la gravité, donc on va en perturber le champ de gravité du trou de verre, et les calculs disent que le trou de verre va se boucher. Quasiment instantanément, on ne pourra jamais passer à travers. Voilà. Bon, les perspectives ne sont pas terribles pour le voyage spatio-temporel, mais les physiciens théoriciens ne se découragent jamais. On se dit, mais alors, on va stabiliser des trous de verre, sur le papier évidemment, on va injecter dans le trou de verre des formes d'énergie à pression négative qui vont empêcher le trou de verre de s'effondrer. Donc il y a eu vraiment des papiers qui sont sortis qui expliquent la possibilité de trous de verre traversables, éventuellement certains créés artificiellement, qui pourraient donc nous fournir le moyen un jour d'aller explorer les galaxies lointaines. On n'en est pas encore là. Bon. Alors dans la dernière partie, je vais aller un peu plus rapidement pour laisser la place à quelques questions. Avant d'arriver aux univers multiples, hein, issus de théories encore bien plus incroyables que la théorie des trous de verre, un petit mot quand même sur la cosmologie. La cosmologie, donc, c'est l'étude de l'univers dans son ensemble, et on déduit déjà beaucoup de choses à partir de la distribution des galaxies. Voilà. Donc ça, c'est un cliché qui montre un tout petit bout de ciel où il y a déjà 10 000 galaxies. Tous les points que vous voyez, ce n'est pas des étoiles, c'est des galaxies. Et donc, en extrapolant sur l'ensemble de la voûte céleste, on en déduit qu'il doit y avoir à peu près 1000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Alors, le fait majeur, c'est pas ça, c'est juste de l'astronomie, du comptage, ce genre de choses. Le fait majeur, c'est maintenant comment c'est distribué et comment ça évolue au cours du temps. Et donc, on en revient à la théorie. La théorie d'Einstein fournit la possibilité de calculer des solutions des équations d'Einstein qui représenteraient cette fois-ci l'espace-temps global, c'est-à-dire le cosmos dans son ensemble, ce sont les modèles de la cosmologie. Et là, la découverte capitale, qui n'a pas été faite par Einstein, c'est toute une autre histoire qui mériterait un séminaire à part entière, ça a été fait par deux théoriciens qui s'appellent Friedman, c'était un russe, et Georges Lemaître, surtout, qui est le véritable père fondateur du Big Bang. Ils ont calculé en fait que dès lors que dans l'espace-temps relativiste, vous le remplissez d'une distribution uniforme de matière et d'énergie, l'espace ne peut plus être statique. Il est automatiquement soit en expansion, soit en contraction, conséquence absolument incontournable des équations de la relativité. Donc là, par exemple, c'est un exemple où cette fois-ci, le tissu de l'espace est en expansion. Or, dans ces années-là, c'est dans les années 1920, les astronomes américains, équipés de grands télescopes, commencent à s'apercevoir que les galaxies lointaines semblent toutes s'éloigner de nous parce que leur spectre est décalé vers le rouge. Effet Doppler, encore à nouveau, hein, cette fois-ci signalant un éloignement, avec en plus des vitesses apparentes d'éloignement d'autant plus grandes que ces objets sont plus lointains. Alors on commence un petit peu à se gratter la tête, on ne comprend rien, comment c'est possible que des objets aussi massifs que des galaxies puissent se déplacer réellement à des vitesses tendant vers la vitesse de la lumière, etc. La bonne explication, c'était l'explication théorique, ce n'est pas les galaxies qui bougent, c'est le tissu de l'espace et l'espace qui est constant, qui est en expansion, et ce que propose donc Georges Lemaître dans un article de 1927. Voilà. Donc toujours réduit à 2 dimensions, mais voilà le tissu de l'espace bidimensionnel au cours du temps futur, diagramme d'espace-temps, le tissu se dilate et donc les galaxies, toutes les séparations entre
les objets célestes, enfin les galaxies, à partir de certaine échelle évidemment, augmentent au cours du temps. Premier point. Deuxièmement, alors ça c'est donc l'expansion de l'univers. Deuxièmement, en 1931, Georges Lemaître va bien plus loin, alors qu'on commence à peine à accepter cette explication. Einstein avait beaucoup résisté déjà à cette explication-là. Il va encore beaucoup plus résister à la deuxième conséquence, on remonte le film à l'envers. Et en 1931, Georges Lemaître dit, en remontant le film à l'envers, c'est-à-dire en allant vers le passé, on va arriver forcément à un espace initial incroyablement comprimé. Alors évidemment, probablement pas en un point. C'est vrai que si vous prenez juste les équations de la relativité simples, pour les extrapoler, vous obtenez une singularité initiale. Vous imaginez, c'est une absurdité physique. L'univers entier ne peut pas être contenu dans un point infinitésimal. Donc, plus tard, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang. Donc, au moins une configuration initiale, le début de l'expression de l'univers correspondant à un état initial extrêmement chaud, extrêmement dense. Voilà. Alors, on se fait évidemment en général de fausses idées sur le Big Bang parce qu'on n'a pas les bons systèmes de visualisation dans notre cerveau. Voilà. Et donc, en général, voilà. Ça, c'est tout sauf le Big Bang. Voilà. Parce que le Big Bang est censé engendrer lui-même l'espace et le temps. Donc, il n'y a pas un lieu précis où ça s'est déroulé qui va projeter de la lumière et des particules dans un espace-temps préexistant. Ainsi de suite. Bon. Bien. Alors, en fait, voilà. Donc, on représente plutôt correctement les modèles de Big Bang par ces courbes-là, qui sont moins appétissantes pour faire une couverture de magazine. Mais enfin, voilà. Ce sont les trois solutions possibles des équations d'Einstein représentant l'évolution de l'univers au cours du temps. Avec donc l'évolution la courbe numéro 1, c'est l'univers en expansion avec une décélération suffisamment forte pour que ça s'inverse et que ça rentre en contraction. Donc vous avez Big Bang, Big Crunch, un univers fini, fermé. Ça commence, ça se termine. Après, la courbe numéro 2, c'est l'univers d'expansion perpétuelle, mais avec une décélération. Et enfin, la courbe numéro 3, qui avait déjà été privilégiée par Georges Lemaître, mais personne n'avait voulu le croire à cette époque-là, une expansion perpétuelle, mais avec une phase d'accélération. Voilà. Et pour accélérer l'expansion de l'univers, ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose que la gravitation, parce que la gravitation, normalement, c'est attractif. Voilà. Et jusqu'à la fin des années 90, on pensait qu'on penchait plutôt vers le modèle intermédiaire numéro 2, c'est-à-dire un univers en expansion perpétuelle, en décélération à cause de la gravitation. Alors, après, on fait, à partir de là, alors après, il faut évidemment des tests expérimentaux pour trier entre les modèles. Et jusqu'à la fin des années 90, on n'avait aucun test suffisamment précis pour trier entre les trois modèles. Voilà. Et puis, grâce aux télescopes extraordinaires qui se développent, le micro-ondes, etc., on est capable de remonter donc, dans le passé de l'univers et de se rapprocher finalement, expérimentalement, j'entends, des conditions initiales de l'univers, datant d'à peu près 13,7 milliards d'années. Et il se trouve que les équations d'univers, les équations de Friedmann-Lemaitre, c'est des équations différentielles, mais c'est beaucoup moins compliqué que les équations de la turbulence des fluides, de l'hydrodynamique, etc. Ce n'est pas du tout des systèmes chaotiques. Donc on retrouve un petit peu d'équations déterministes. Si vous connaissez assez bien les conditions initiales, vous pouvez calculer, ce n'est pas sensible aux conditions initiales, et vous pouvez calculer le développement ultérieur sur des échelles gigantesques. Et précisément, l'observation astronomique permet effectivement, depuis simplement une vingtaine d'années, de connaître avec une bonne précision de quelques pourcents les conditions initiales de l'univers. Ce qui permet d'aboutir à ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang. Voilà. Le modèle standard, c'est le modèle consensuel actuel. Ça veut dire que ce n'est pas le modèle définitif, mais enfin, pour l'instant, c'est le modèle le plus costaud, celui qui marche le mieux, qui rassemble à peu près plus ou moins le consensus. C'est-à-dire qu'on a le Big Bang lui-même qui reste évidemment mal compris, donc on met un point d'interrogation parce que ça paraît être un point infinitésimal. Il va falloir modifier la théorie, la relativité générale, introduire du quantique dedans, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous en parler. Et puis vous avez après, vous calculez l'évolution de tout ça. Donc grosso modo, vous avez trois phases. Vous avez une première phase qui dure quelques milliardièmes de seconde, qui s'appelle l'ère quantique, où en fait l'univers primordial va être décrit essentiellement par la physique quantique, et on ne sait pas encore faire, même si on est en train d'étudier des théories de gravité quantique. Après, vous avez une ère dite opaque, où l'univers il est encore assez chaud, assez dense, et opaque parce que la lumière reste prisonnière de la matière, ça dure à peu près 380 000 ans, et enfin l'univers devient transparent, donc accessible à l'astronomie, et nous sommes dans l'ère transparente. Donc forcément, en remontant dans le passé de l'univers avec les télescopes, on bute sur cette phase-là, la transition entre l'opacité et la transparence, le moment où l'univers a émis pour la première fois de la lumière. Voilà. L'origine de la lumière.
Et cette lumière, elle est toujours là aujourd'hui. Nous baignons dans le bain résiduel, qu'on appelle donc le rayonnement fossile ou le rayonnement de fond cosmologique, qui est le bain résiduel. Les photons qui restent aujourd'hui, vu le temps qui s'est écoulé et vu l'expansion de l'espace, il reste des photons quasiment du Big Bang aujourd'hui. Il y en a dans la pièce. Alors, la plupart des photons de la pièce, évidemment, ils sont produits par les éclairages, tout ça, mais il y a à peu près 300 photons par centimètre cube qui restent du Big Bang. Hein, et c'est pareil dans la totalité de l'univers. Donc on appelle ça le rayonnement fossile, que l'on observe aujourd'hui dans le domaine des micro-ondes, parce que ça correspond à une température extrêmement basse, environ 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Et donc voilà, deux cartes extraordinaires, ce n'est pas les plus belles images d'astronomie, mais les plus puissantes sans doute de toute l'histoire de l'astronomie pour l'instant, qui ont été captées en 2003 et en 2013, un télescope américain puis le télescope européen, qui donc montre le rayonnement fossile, c'est-à-dire en fait c'est la plus ancienne carte, la plus lointaine carte électromagnétique que l'on puisse obtenir de l'univers, puisqu'au-delà, c'est opaque. Donc il n'y a pas de... Alors, on pourrait éventuellement détecter des ondes gravitationnelles ou des neutrinos, mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc pour l'instant, on s'en tient à la lumière. Voilà. Et on a codé par des fausses couleurs les légères irrégularités, les inhomogénéités de ce plasma primordial, qui était quand même très homogène à un 100 millième près, mais malgré tout, ces très légères inhomogénéités ont permis après la formation de toutes les structures astronomiques. Bon, ça, c'est le modèle standard. Bon, maintenant, c'est plus intéressant, c'est de voir un petit peu les subtilités et les bizarreries de ce modèle, de ce modèle standard. Pour expliquer la structure de rayonnement fossile, etc., il faut tout un tas de facteurs. La courbure de l'espace rentre en jeu, et surtout la nature de la matière, de l'énergie qui remplit l'espace. Puis finalement, l'espace, au départ, il a vibré sous l'effet du Big Bang. Il y a des ondes gravitationnelles, des ondes acoustiques même, parce que le plasma était suffisamment dense pour qu'il y ait des ondes acoustiques dans l'univers primordial. Hein. S'il y a eu une gigantesque oreille à cette époque, on aurait entendu le bruit du Big Bang. Hein. Bon, voilà. Et donc, on fait une analyse de tout ça. Et tout ça, ces ondes-là, ces modes vibratoires que l'on voit maintenant se figer dans la structure d'un rayonnement fossile, avec tous ces grumeaux, ça dépend de plusieurs facteurs. La courbure, la topologie, la forme de l'espace, et puis la composition de l'univers. Alors, l'univers, il est composé d'étoiles, de galaxies, 1000 milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, vous avez des centaines de milliards d'étoiles, etc. Et tout ça, c'est quoi? C'est la matière atomique qui brille. Voilà, donc c'est la matière lumineuse. Eh bien, si l'univers n'était composé que de ça, il ne ressemblerait pas du tout à ce que ça ressemblerait. Le rayonnement fossile ne ressemblerait pas du tout à ça. Et on sait aujourd'hui que l'ensemble de toute la matière lumineuse de l'univers, quelle que soit la puissance de nos télescopes, étoiles, gaz, etc., ne représente que 1% de la densité d'énergie totale qu'il y a dans l'univers. Donc il y a de la matière noire. Alors il n'y a pas lieu d'être surpris qu'il y ait forcément des formes de matière qui ne rayonnent pas. Hein. Alors il y a une première partie, la matière noire ordinaire, faite comme nous, comme les étoiles, d'atomes. On appelle ça la matière noire atomique. Bon. Puis ça ne suffit pas. On n'en est qu'à 5%. Donc il doit y avoir d'autres formes de matière noire. On appelle ça la matière noire non atomique, qui représenterait cette fois-ci le quart. Alors c'est quoi cette matière noire non atomique? Alors c'est là qu'on commence à rentrer dans les controverses non résolues de la cosmologie actuelle. Parce que c'est quoi? Des particules élémentaires qui ne sont pas les quarks, les protons, les neutrons, mais on sait que les théories de physique des hautes énergies prédit à très haute énergie, on fabrique des particules, des antiparticules qui ne sont pas les particules atomiques ordinaires. On le fait artificiellement au CERN. Donc je dis, le Big Bang lui-même a été une sorte d'accélérateur de particules naturelles. Il a dû produire une flopée de particules massives, dont certaines stables sont encore là aujourd'hui et peuvent expliquer donc cette composante de matière noire non atomique, dont on décèle la présence non seulement dans la structure du rayonnement fossile, mais évidemment également dans les mouvements de la matière lumineuse, parce que ça crée de la gravitation, tout ça. La gravitation fait bouger tout ce que l'on voit. Et donc, un petit peu comme les trous noirs, on mettait en évidence l'existence des trous noirs en regardant les mouvements de la matière lumineuse qu'il y a autour, c'est un peu pareil avec la matière noire. Mais l'idée, le truc le plus intéressant et le plus surprenant de tout ça, c'est qu'il manque encore les 2 tiers. Et une fois que vous avez épuisé toutes les formes de matière possibles et imaginables, il ne reste plus que de l'énergie à l'état pur. On appelle ça la dark energy. Et ça, c'est la découverte expérimentale de la fin des années 1990, qui a donné... Mais en fait, cette chose-là, elle avait été prédite et calculée déjà par Georges Lemaître 60 ans auparavant, mais personne n'y avait cru. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais dans les équations du champ d'Einstein original, il y a un terme qui s'appelle la constante cosmologique, qui joue ce rôle-là, qui en joue un rôle répulsif, c'est-à-dire un rôle antigravitationnel.
Et Georges Lemaître a été également le premier à spéculer sur le fait que l'origine de cette l'occasion cosmologique s'interprétait comment. C'est pas juste une constante d'intégration, comme on trouve souvent pour résoudre des équations différentielles, etc. Ça représentait physiquement quelque chose, et il avait déjà eu l'intuition géniale que c'était l'énergie du vide quantique. Et oui, parce que le vide, décrit par la physique quantique, possède une énergie irréductible. Son niveau fondamental, c'est pas zéro, c'est l'énergie du vide, mise en évidence également au laboratoire. Et cette énergie du vide quantique, elle est répulsive, elle semble avoir les propriétés pour expliquer cette énergie noire qui accélérerait donc l'expansion de l'univers. Voilà. Donc aujourd'hui, on observe justement ce qui a conduit notamment à cette hypothèse donc, de l'énergie noire, c'est l'observation de la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers. Alors qu'on croyait que ça ralentissait, ça accélère. Et on a vraiment tout un faisceau aujourd'hui d'observations qui montrent que ça s'accélère aujourd'hui. Ça n'a pas toujours accéléré, parce que les proportions relatives de matière et d'énergie noire ont varié au cours du temps. Donc au début, par exemple, dans les 5 ou 6 premiers milliards d'années de l'histoire cosmique, c'était la matière qui l'emportait. Donc ça ralentissait. Et puis après, à un moment où la matière se dilue avec l'expansion de l'espace, l'énergie noire ou l'énergie du vide reste à peu près à niveau constant. Donc à un moment, ça prend le dessus et ça s'accélère. Voilà. Et ce que l'on ne sait pas, et ça fait partie donc des grandes problématiques, et s'il y a des jeunes qui vont se consacrer un jour à la recherche scientifique, si vous pouvez résoudre cette énigme, ce serait pas mal. Voilà, la nature, quelle est la vraie nature de l'énergie sombre? Alors c'est possible que ce soit l'énergie du vide quantique, mais il y a d'autres alternatives possibles. Et finalement, le futur lointain de l'univers dépend de la vraie nature de l'énergie noire. Voilà, donc on peut avoir ces différentes évolutions. Alors il y a des tests éventuellement futurs à venir, notamment il y a un grand projet international d'un télescope qui s'appelle Euclide, référence voilà, à Euclide qui avait capable de commencer à mesurer l'univers juste avec un bâton. Là on envoie des télescopes hyper sophistiqués dans l'espace, c'est pour 2020, hein, voilà, et qui va observer tout un ensemble de phénomènes un peu compliqués pour contraindre ce qu'on appelle les équations d'état de l'énergie sombre. Parce que cette énergie sombre, c'est une forme d'énergie qui a une équation d'état, c'est-à-dire la pression liée à la densité d'énergie, fois C2, et puis il y a un coefficient de vent. Et comme c'est répulsif, il y a un moins de vent. Voilà. Et donc il y a un facteur de proportionnalité. Et donc ce type d'observation est censé contraindre le facteur de proportionnalité. Si c'est moins 1, c'est la constante cosmologique. Si c'est différent, c'est autre chose. Et c'est des nouveaux champs qu'il faut inventer. Voilà, donc ça peut faire intervenir une nouvelle physique. Bon, alors là, vu que je dépassais mon temps, je n'ai pas le temps de vous parler de l'autre sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur la topologie cosmique, c'est-à-dire la vieille interrogation sur la taille de l'univers, est-ce qu'il est fini ou infini? Mais très rapidement, je vous dis simplement que moi j'ai proposé avec mes collaborateurs des modèles d'espace fini sans bord, et notamment un espace absolument fascinant qui s'appelle l'espace sphérique dodécaédrique de points carrés, qui voilà, propose une structure géométrique absolument compatible avec tous les modèles de Big Bang, et qui résoudrait un certain nombre d'anomalies qui sont observées dans les données du rayonnement fossile et d'autres choses. Et donc ces modèles-là sont encore en train d'être discutés. Et comme j'ai promis de parler, ben alors vraiment en 2-3 minutes pour finir, sur les univers multiples, ben je finis très rapidement avec ça. Pardon. Voilà ce que j'ai appelé l'écume des mondes. Alors pourquoi j'appelle ça l'écume des mondes? Ben j'en reviens à mon idée, à mon histoire de vide quantique. Ben vous prenez le modèle standard du Big Bang, vous essayez donc de remonter le plus loin possible dans le passé de l'univers. La relativité générale standard aboutit à une singularité, hein, donc, un truc idiot, un point infinitésimal. Voilà. Donc, ben, comment éviter ça? Ben, en mettant du quantique. Ben, forcément, le début de l'univers n'était pas gouverné seulement par la gravité, mais il était aussi gouverné par la physique quantique. Donc ça veut dire qu'il faut élargir le panorama de la relativité générale classique en incorporant les phénomènes de la physique quantique. Alors voilà, on a les deux grands piliers de la physique du XXe siècle. C'est magnifique, la relativité générale d'un côté, la physique quantique de l'autre. Mais ça fonctionne dans des cadres de pensée complètement différents, des cadres d'espace-temps complètement différents, etc. Les deux théories sont incompatibles entre elles. Elles marchent extraordinairement bien dans leurs domaines respectifs. Et en général, dans 99,9% des situations, c'est très bien. On n'a pas besoin des deux à la fois.
Eh oui, mais quand on s'intéresse à qu'est-ce qui s'est passé au fond d'un trou noir, ou qu'est-ce qui s'est passé vraiment au Big Bang, ben vous avez les deux. Vous avez à la fois la gravité et vous avez à la fois le quantique. Donc on se dit, ben voilà, ce qu'il faudrait, c'est marier les deux. Voilà. Mais alors, ils ne s'aiment pas du tout, donc c'est difficile de marier un couple qui se déteste. Bon, d'une certaine manière. Voilà. Donc, il faut élargir le cadre habituel. Voilà. Alors, donc, soit on penche plutôt pour une approche géométrique à la Einstein, ou soit on penche pour une approche à la théorie quantique des champs, etc. Et donc, il y a plusieurs approches de gravité quantique. Je suis en train de travailler sur ces choses-là maintenant. Alors, vous avez sans doute entendu parler, par exemple, de ce qu'on appelle la théorie des cordes. Alors la théorie des cordes, c'est une approche venue de la théorie quantique des champs, où on va dire que tout est champ, de même que les interactions fondamentales comme l'électromagnétisme et l'interaction nucléaire forte et faible sont décrites par la théorie quantique des champs, vous avez l'électrodynamique quantique, la chromodynamique quantique, ce genre de choses, etc. On va dire à la gravitation, on va également faire une théorie unifiée de tout, ça va être aussi un champ, avec une particule associée, le boson qui transporte ça s'appelle le graviton, et on va décrire. Voilà. Bon, ça c'est une première approche, mais pour que ça marche, il faut le placer dans un cadre spatio-temporel beaucoup plus compliqué. Alors on va supposer d'abord que les entités élémentaires, les particules, ne sont plus ponctuelles, mais sont des petits bouts d'espace unidimensionnels qui vibrent. Et alors, donc, ce qu'on appelle une corde, voilà, une corde virtuelle. Donc, il n'y a que deux familles de particules, finalement, les cordes ouvertes et les cordes fermées. Et ça, on étudie les modes vibratoires. Le problème, c'est que pour que ça fonctionne, pour expliquer un ensemble de choses, il faut supposer que l'espace-temps a des dimensions supplémentaires. Il faut en rajouter au moins 7. Voilà. Et donc, là, on est dans la théorie des cordes, avec plein de problématiques absolument fascinantes, mais non résolues. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce genre d'approche, c'est que justement, le vide continue à jouer un rôle absolument fondamental, parce qu'il n'y a pas une seule théorie des cordes, il y a au moins 10 puissance 500 solutions de la théorie des cordes qui représentent en fait le calcul des états du vide quantique qui font vibrer les cordes, si vous me suivez. Voilà. Donc, grosso modo, il y a au moins 10 puissance 500 solutions, et évidemment, on n'a aucun moyen de tester expérimentalement l'une de ces solutions, d'autant qu'en plus, il faudrait se placer à très très haute énergie pour pouvoir les tester. Voilà. Mais malgré tout, évidemment, ça débouche sur des travaux qui peut-être ne vont pas aboutir sur le plan de la physique, parce que c'est peut-être pas la bonne théorie, d'ailleurs je pense que c'est pas la bonne théorie de gravitation quantique, mais ça développe des travaux mathématiques absolument fascinants, notamment comment se distribuent les dimensions supplémentaires de l'espace, dans ces dimensions supplémentaires qu'on appelle des espaces de Calabi-Yau, où la topologie joue un rôle absolument fondamental. Bon, l'autre approche plus proche justement de la géométrisation complète de l'espace s'appelle la gravité quantique à boucle, la loop quantum gravity, où cette fois-ci on va dire, mais puisque en relativisme général, la gravité, c'est pas un champ de force, comme les autres interactions, c'est la géométrie. Donc, si vous voulez quantifier la gravité, ben vous quantifiez la géométrie. Quantifier la géométrie, c'est quantifier l'espace et quantifier le temps. C'est-à-dire dire, ben, l'espace n'est pas continu, et le temps non plus. Et on ne travaille plus avec une variété différentielle continue de fond, comme on le fait dans toutes les autres approches. On va travailler sur des réseaux d'espace discrets, avec des atomes d'espace et éventuellement des atomes de temps. Donc, des entités minimum qui ne sont pas nulles. Voilà. Alors, tout ce genre d'approche font intervenir le vide quantique. Voilà. Et son énergie. Alors ça, c'est une métaphore du vide quantique, parce que quand on calcule les fluctuations de l'énergie du vide quantique, c'est un petit peu comme un océan turbulent. On ne pouvait pas faire de description, évidemment, déterministe, on peut faire qu'une description statistique, pour prédire l'état de l'océan à un moment donné, à un point donné. Alors quand on applique cette idée d'énergie du vide, qui pourrait être l'explication actuelle de l'accélération de l'expansion de l'univers, mais qui pourrait être, au début même, responsable du début de l'expansion de l'univers, eh bien donc on a fait des modèles où avant l'espace et avant le temps, pour remplacer le point d'interrogation que j'ai mis, on dit en fait il y a le vide quantique avec son énergie. C'est l'énergie qui fluctue de façon spontanée et aléatoire, et on fait des petits calculs, certes un peu simplifiés là, sur les fluctuations de l'énergie du vide quantique, et puis on obtient ça. Voilà. Alors là, la durée typique de ce processus que vous venez de montrer, c'est 10 puissance moins 35 secondes. Donc je vous l'ai montré au ralenti, pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Vous voyez donc les fluctuations spontanées de l'énergie du vide quantique qui créent une sorte de paysage. On appelle ça landscape, paysage cosmique. Paysage avec des collines, des bosses, des creux, puis des pics, etc. Et chaque point de ce paysage représente une sorte d'amplitude de probabilité de
manifestation de l'énergie de vide quantique, la transformation en un espace-temps-matière. Et un espace-temps-matière, c'est un univers. Et là, on se dit, mais il y a tout un paysage. Et chaque point est un univers. Et donc, on arrive à l'idée possible d'un multivers. Voilà. C'est-à-dire que le vide quantique génère une quantité énorme d'univers. Pas infinie, mais absolument gigantesque. Alors, si vous êtes en théorie des cordes, par exemple, c'est de l'ordre de 10 puissance 500. Si vous êtes dans d'autres approches, bon, vous avez d'autres types de multivers, etc., etc. Voilà. Alors, évidemment, ça ouvre aussi de perspectives philosophiques à n'en plus finir. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, etc. Est-ce que notre univers tel qu'il est, il est ajusté de façon particulière pour abriter la vie, la conscience et l'école polytechnique? Dans les autres univers, ça n'existe pas, je vous le garantis, hein, parce que les conditions initiales sont complètement différentes. C'est le vide quantique et ses fluctuations aléatoires et spontanées qui dicteraient un petit peu les propriétés physiques de tous ces univers multiples-là. Mais là, je le répète, on est dans la partie un petit peu la plus pointue et la plus spéculative, et tellement spéculative dans la recherche, je veux dire, qu'il y a des problèmes épistémologiques qui se posent, notamment sur la non-réfutabilité de ces théories, et donc il commence à y avoir aussi une résistance d'une partie de la communauté des physiciens qui dit « Écoutez, vous êtes bien gentils, les théoriciens, mais vous allez un petit peu loin, là, c'est plus vraiment de la science falsifiable, réfutable, vous jonglez avec les équations, c'est marrant, mais enfin, est-ce qu'on aboutira un jour à quelque chose ?» Bon, voilà, c'est une grande question qui se pose, mais c'est sûr que quand on travaille dessus, voilà, on peut avoir des préférences. La théorie des cordes a occupé le devant de la scène pendant au moins 30 ans, pour des raisons historiques, etc. Après, la gravité quantique à boucle commençait à faire un petit peu son apparition, avec maintenant des représentants qui commencent évidemment à être un peu connus, comme Carlo Rovelli, qui est un de mes collègues observateurs de Marseille, etc. Et puis, il y a d'autres approches dont on n'a jamais entendu parler, parce que moins de personnes ont travaillé dessus. Par exemple, les ensembles causaux, les triangulations dynamiques, la gravité émergente, la gravité à sécurité asymptotique, ça ne vous dit rien, évidemment. Voilà, ben, ce sont d'autres approches en gravitation quantique. Voilà, j'essaie actuellement un petit peu de comprendre, de voir les points forts, les points faibles de chacune de ces approches. Aucune de ces approches n'est aboutie, et rien ne garantit que l'une d'entre elles aboutira. Et même ce qui n'est pas garanti, c'est qu'il existe vraiment une théorie de la gravitation quantique. Il y a des voix qui commencent à s'élever, que je dis, mais pourquoi finalement on veut toujours tout unifier? Pourquoi il faudrait une théorie de tout? Pourquoi on ne se contenterait pas de deux théories séparées, différentes? La gravité, alors on peut la quantifier, voilà, mais pas la lier aux autres interactions, pas la considérer comme un machin issu de la théorie quantique des champs. Puis les trois autres interactions décrites par la théorie quantique des champs, on est content, ça marche bien. Bon, pourquoi pas? Voilà, donc ça fait partie des grandes questions que l'on se pose. Voilà. Alors, l'une des vertus de ces choses-là, je finirai avec ça, je vous rassure aussi, c'est le problème des singularités. Hein. On veut éliminer les singularités comme absurdité physique, et c'est vrai que dès qu'on introduit du quantique, en général, on élimine les singularités. Si vous éliminez la singularité du Big Bang, alors d'abord, vous pouvez éliminer la singularité du trou noir. C'est-à-dire, vous calculez les fondements gravitationnels d'un trou noir, mais dans cette théorie de gravité quantique, et au lieu que ça fasse un point, à un moment, à l'échelle de la longueur de Planck plus ou moins, la gravitation s'inverse, ça rebondit. Vous avez un rebond. Bon, voilà. Et puis, si vous prenez la singularité du Big Bang, cette fois-ci, eh bien, donc, vous la lissez, et donc il y a un avant Big Bang. Et donc, on commence à faire des scénarios de l'état de l'univers avant le Big Bang, passant aussi par un grand rebond. Bon, voilà. J'ai parlé un petit peu plus longtemps que prévu. On va laisser un petit peu de temps pour les questions. Si vous voulez un petit peu approfondir, mais toujours sans équation, ces choses compliquées. Bon, comme j'ai dit, effectivement, comme a dit Riyad, j'ai écrit beaucoup de bouquins là-dessus. Donc les deux qui sont plus ciblés sur les problématiques dont je viens de parler, ce sont ces deux-là. Voilà, le premier plutôt sur les trous noirs, l'énergie sombre, et le deuxième sur la topologie cosmique et ses formes bizarres. Puis si vous êtes curieux, je tiens aussi depuis quelques années un blog qui est facile à trouver, donc sur Internet, avec tout un ensemble d'articles sur toutes ces choses absolument fascinantes de la physique contemporaine. Voilà, je vais m'arrêter là. On va couper la communication. Mais je reviendrai vers vous pour les questions si vous en avez. Voilà, merci bien. On prend le temps pour quelques questions. Merci Jean-Pierre. Oui, voilà. Merci pour l'exposé excellent. Quel scénario est privilégié actuellement par la communauté scientifique entre le Big Crunch, le Big Freeze et le Big Rip?
c'est le second, si je reviens en arrière, c'est ce qu'on appelle le Big Chill, c'est-à-dire une expansion perpétuelle de l'univers. Ah, pardon, comme ça. Une expansion perpétuelle, accélérée mais pas trop. Alors c'est par exemple le cas, voilà, c'est ici là. Ah non, voilà. Voilà, le cas intermédiaire numéro 2. Donc je répète, c'est la nature de l'énergie noire, la nature physique de l'énergie noire qui va gouverner cette évolution, comparée donc à la densité de matière. Donc si c'est une constante cosmologique, l'énergie du vide, c'est la courbe numéro 2. C'est pour l'instant le scénario plus ou moins privilégié, consensuel. C'est pas une preuve de quoi que ce soit, hein, sinon c'est le consensus actuel. Voilà. Mais heureusement, il y a des gens qui cherchent autre chose, évidemment, et donc ils imaginent d'autres modélisations de l'énergie noire, hein, non pas comme l'énergie du vide quantique, mais qu'autre chose, des champs de force nouveaux, des champs quantiques, des quintessences, tout ce que vous voulez, etc., etc. On met à la main des équations d'état, et à partir de là, vous calculez. Donc, par exemple, il y a des modèles dits de quintessence où finalement la densité d'énergie sombre va diminuer, va se mettre à diminuer. Au lieu d'être constante, comme c'est le cas de la constante cosmologique, et si ça diminue, un jour la matière emportera à nouveau, et donc vous avez un Big Crunch. Ok, voilà. Et puis il y a d'autres scénarios où cette fois-ci c'est des formes d'énergie noire qu'on appelle les énergies fantômes, issues aussi de théories de physique des énergies, ou au contraire, ça prend encore de plus en plus d'ampleur par rapport. Et donc cette fois-ci vous avez une accélération mais qui devient absolument frénétique et conduisant à un scénario un petit peu extrême et effrayant qu'on appelle le Big Rip. Le Big Rip, ça veut dire le grand déchirement. Ça veut dire quoi, le grand déchirement? C'est que, bon, l'espace, il est à expansion. Hein, dès que ça augmente, ça veut dire que l'espace se dilate. Actuellement, l'expansion de l'espace ne se perçoit que sur de très grandes échelles. Il faut, bien sûr, les galaxies proches, elles se rapprochent de nous, parce que c'est la gravité qui l'emporte, ces échelles. Puis, il faut passer à une échelle très grande pour voir l'effet de l'expansion de l'univers. Voilà. Bon. Mais si c'est la vitesse, et donc on mesure aujourd'hui ça par un paramètre qu'on appelle le paramètre de Hubble, qui se mesure en 70 km par seconde par mégaparsec. C'est-à-dire que deux objets éloignés d'environ 3 millions d'années-lumière, un mégaparsec, s'éloignent par l'expansion de l'espace à vitesse de 70 km par seconde. Bon, ok, d'accord. Mais maintenant, si l'expansion s'accélère, ce nombre-là, il va augmenter au cours du temps. Et il va augmenter tellement que cette fois-ci, là, on va percevoir cet effet de dilatation de l'expansion de l'espace sur des échelles de plus en plus petites. Jusqu'à ce que les échelles touchent l'échelle des galaxies elles-mêmes, qui ont commencé donc à se dissocier, simplement parce que c'est l'expansion de l'espace, et jusqu'aux structures atomiques ultimes. Alors le Big Rip, c'est le déchirement final où l'espace explose à toutes les échelles, de sorte que plus aucune structure ne puisse exister, même pas les noyaux atomiques. Bon, c'est un scénario un petit peu extrême. Voilà. On essaie plutôt d'éviter, mais enfin bon, c'est partie des théories. Voilà. Donc voilà. La réponse à la question, c'est plutôt le scénario intermédiaire numéro 2. Question, remarque? Oui. Si je prenais deux particules intriquées, je me débrouille pour en garder une dans mon laboratoire, par exemple, et puis j'envoie l'autre dans un trou noir, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Est-ce que j'ai une façon de sonder ce qui se passe dans le trou noir en regardant la particule intriquée? C'est une super question. Bon, là, à ce niveau quand même très vulgarisé que j'ai fait, j'ai pas pu aborder ces questions fascinantes. Le fait que je fasse un séminaire spécialisé juste sur ce qu'on appelle le paradoxe de l'information lié au trou noir. Donc, les trous noirs, je ne l'ai pas dit, là je vous ai parlé des trous noirs astrophysiques, pour prendre des images télescopiques, je n'ai pas parlé des trous noirs quantiques qui subissent un processus quantique d'évaporation, le fameux rayonnement de Hawking. Le trou noir, c'est un piège à information, normalement, le trou noir classique. Maintenant, si le trou noir s'évapore, il restitue de l'information, évidemment. La question, c'est de savoir est-ce qu'il restitue tout ou pas l'information qui est contenue dedans. C'était l'objet de polémiques pendant 30 ans entre les différents partisans, plutôt de la relativité générale classique, où il y avait une perte irrémédiable d'informations, ce que Stephen Hawking a soutenu pendant au moins 20 ans, et puis plutôt les théoriciens de la physique quantique des champs, qui disaient un système quantique ne peut pas perdre d'informations, elle est conservée. Donc quelque part, on doit récupérer l'information, mais comment? Donc ça a été une grande dispute. Puis évidemment, la tendance actuelle, c'est de penser que, effectivement, l'information doit être récupérée d'une manière ou d'une autre lors de l'évaporation d'un trou noir, mais on ne sait pas exactement
exactement comment, les problématiques. Voilà. Et donc, notamment, parmi les propositions qui sont faites, ça fait intervenir effectivement l'intrication quantique. Vous avez des paires, des couples de particules intriquées. L'une peut être juste à l'extérieur de l'horizon des événements, l'autre, elle est à l'intérieur, mais comme elles sont intriquées, vous pouvez avoir l'information de ce qui se passe à l'intérieur grâce à la mesure de la particule qui est à l'extérieur de l'horizon des événements. Ouais. Et ça illustre une fois de plus le fait que le paradoxe n'est pas vraiment résolu, de façon consensuelle et convaincante. Ça illustre une fois de plus l'incompatibilité actuelle entre la relativité générale classique et la physique quantique, le fait qu'on n'a pas encore de théorie de la gravitation quantique complètement satisfaisante. Voilà. Cela dit, dans certaines approches, en fait, c'est la théorie des cordes qui avait plus développé, mais c'est elle qui a le plus de problèmes. Donc, dans d'autres approches un peu moins développées, alors c'est peut-être pour ça qu'elles ont moins de problèmes, parce qu'elles étaient moins développées, voilà, il n'y a pas de paradoxe de l'information. Par exemple, dans la gravité quantique à boucle, vous avez donc un rebond, tout est restitué, il n'y a pas du tout de paradoxe de l'information. Donc voilà, donc il faut savoir le cadre théorique dans lequel on se place pour essayer de résoudre ce qui semble être des paradoxes. Des fois, on croit que ce sont des paradoxes parce qu'on se place dans un cadre théorique donné. Et puis, vous changez de cadre théorique, le paradoxe disparaît. Encore une question ? Bonsoir, merci beaucoup pour cette belle conférence. Vous avez parlé de la constante cosmologique qui pourrait être expliquée par les fluctuations quantiques du vide. J'avais cru comprendre que si on prend au premier ordre la quantité d'énergie qui pourrait être libérée par les fluctuations quantiques du vide, j'avais cru comprendre qu'il y avait un problème une différence de 120 ordres de grandeur avec ce qui est observé dans l'accélération de l'univers. Voilà. Est-ce que j'ai mal compris ça ? Je suis content que vous me posiez cette question, oui. Parce que ça illustre une fois de plus le fait que l'on se place dans un cadre théorique donné et on trouve quelque chose de bizarre ou de paradoxal. Alors là, effectivement, si on se place dans le cadre de la théorie quantique des champs, pas vraiment en espace courbe parce qu'on ne sait pas vraiment le faire, etc., on calcule ce que l'on croit être l'énergie du vide, avec les oscillateurs harmoniques, etc., etc., qui devrait donner donc une valeur théorique de la constante cosmologique, voilà. Et puis on trouve une valeur 10 puissance 122 fois plus grande que la valeur actuellement mesurée déduite de l'accélération, de l'expansion de l'univers. Alors on dit c'est la plus grande insulte dans l'histoire de la physique, un facteur 10 puissance 120 quand même, pour une prédiction théorique comme ça. Voilà. Et c'est extraordinaire, c'est que la plupart des gens, les théoriciens quantiques des champs, et ceux qui travaillent également dans les théories de supersymétrie, puis les théories des cordes, etc., au lieu de remettre en cause leurs calculs, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas su vraiment la calculer, ils disent qu'il y a un problème majeur. Oui, un problème majeur avec la théorie. Mais dans d'autres théories, dans d'autres approches de la réalité quantique, il n'y a aucun problème avec le calcul théorique de la constante cosmologique ou de l'énergie du vide qui donne des valeurs tout à fait compatibles avec ce qui est observé. Voilà. Et donc, dans le bouquin que je suis en train d'écrire, qui fait un petit peu le bilan de tout ça, j'ai un chapitre particulier consacré à la constante cosmologique où j'essaierai d'expliquer, je ne suis pas le seul à le faire, évidemment, heureusement, j'ai des collègues qui pensent la même chose que moi, qu'il n'y a pas vraiment de problème avec la constante cosmologique. Il y a un problème que si on se place dans des cadres théoriques qui sont ultra spéculatifs et qui, par ailleurs, ne marchent pas si bien que ça. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des problèmes. Oui. Pour calculer les fluctuations quantiques du vide, vous vous placez dans un certain cadre théorique, un certain modèle. Voilà. Alors, il y a le modèle standard de la physique des particules. C'est là où vous trouvez 10 puissance en main. Après, vous essayez d'améliorer le modèle, d'aller au-delà du modèle standard avec la supersymétrie. Ça tombe à 10 puissance 40. Mais c'est pas terrible non plus. Et la théorie des cordes. Alors, justement, tiens, la théorie des cordes, je vous ai montré une image qui représentait le supposé paysage cosmique. Où est-ce que je vous l'ai mis, le paysage cosmique là, de la théorie des cordes? C'était ça, là. Hop là, ici, voilà, j'ai fait évoluer. Voilà le paysage de la théorie des cordes. Voilà. Avec chaque point, une réalisation potentielle, donc
de l'univers. Voilà. Alors les partisans effrénés de la théorie des cordes, qui veut pas en démordre en disant que c'est la seule approche possible, imaginable pour avoir une théorie de tout, vous dites que, en fait, oui, normalement, dans la plupart des cas, les valeurs de l'énergie du vide sont phénoménalement élevées. Mais comme il y a un paysage avec au moins 10 puissance 500 possibilités, ben, statistiquement, on en trouvera toujours une possibilité très particulière, une sélection, un biais très particulier dans lequel il se trouve que la valeur va être extraordinairement faible et compatible avec la valeur observée. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut intervenir le multivers. Alors c'est un retournement épistémologique complet du raisonnement. En général, on va plutôt adapter les contraintes de la théorie par les données expérimentales. Là où plutôt, ils font l'inverse. Ils adaptent les données expérimentales à un ensemble foisonnant de théories qui pourrait dire pratiquement toutes les possibilités. Donc il y a forcément une qui va donner la bonne valeur expérimentale. On va prendre le temps. Pour une dernière, comme c'est très ludique, question. hein, vous voyez, aussi l'intérêt de faire la physique fondamentale, c'est qu'on s'amuse beaucoup. Tout d'abord, merci pour votre exposé. J'aimerais juste vous poser une question à propos de ce que vous avez dit sur le Big Bang et sur le début de l'univers. Donc, vous avez dit que dans les premiers instants de l'univers, du coup, on avait le Big Bang, donc vous avez dit un point infinitésimal. Ensuite, on a l'ère quantique. Et ma question, c'était est-ce que le principe d'incertitude d'Heisenberg, il ne nous interdirait pas en fait de savoir ce qui se passait à partir d'un certain point? Mais si, non, précisément, ce qu'on appelle l'ère quantique de l'univers, c'est effectivement lié au fondement même de la physique quantique, c'est-à-dire la relation d'incertitude de Heisenberg, dont de la même façon qu'effectivement on ne peut pas déterminer simultanément la position et la vitesse moyennant cette attitude, c'est pareil avec le temps et l'énergie, etc. Et donc quand on applique tout ça, vous ne pouvez pas faire une description de cette phase totalement quantique de l'univers. Et l'ère de Planck correspondrait à une époque correspondant aux constantes caractéristiques donné par Planck. La longueur de Planck, c'est la taille de l'univers, serait 10 puissance moins 33 cm, et le temps de Planck serait 10 puissance moins 43 secondes. Et ce serait dans cette phase, qui évidemment à notre échelle est incroyablement brève et courte, que l'univers deviendrait totalement quantique, et qu'aucune de nos théories actuelles n'est capable de décrire cette phase quantique. On appelle ça parfois le mur de Planck. Voilà. Mais justement, le but de ces théories de gravité quantique, c'est de percer le mur de Planck, en contournant le problème et en changeant le cadre de la physique, en rajoutant les dimensions supplémentaires, en discrétisant l'espace et tout un ensemble de choses. Oui, j'ai une question sur l'entropie des trous noirs. En théorie de Korte, on arrive à expliquer pour une certaine classe des trous noirs l'entropie Bekenstein-Hawking par un ensemble de microétats venant des cordes vibrantes. Et on arrive à expliquer aussi le facteur numérique de 1 sur 4, donc etc. Et en gravité en boucle, je sais, le dernier statut que j'ai, c'est qu'il y a un paramètre libre, le paramètre Barbero-Imirzi. Et je voulais savoir si, entre-temps, il y avait des progrès pour comprendre l'entropie Bekenstein-Hawking. Alors c'est vrai, donc l'entropie des trous noirs, donc liée effectivement à l'information, puisque l'entropie est une mesure de la perte d'information, etc., a soulevé évidemment énormément de vagues à partir du moment où le paradoxe est apparu avec l'évaporation quantique découverte par Hawking, etc., etc. Et donc avec l'idée, une fois qu'il a fallu accepter qu'il fallait vraiment considérer le trou noir comme un système thermodynamique et qu'il y avait réellement une entropie, une température, etc., etc., après, au-delà de la simple analogie, déjà il y avait une pure analogie dans les lois d'évolution des trous noirs avec les lois de la thermodynamique qui donnait effectivement l'entropie égale l'aire du trou noir, la surface de l'horizon, divisé par 4, moyennant les constantes fondamentales de la nature qui interviennent là. Mais ça reste une analogie. Alors après, effectivement, une première avancée intéressante s'est faite effectivement dans le cadre de la théorie des cordes par Kumon et Waffa, en 1991, si ma mémoire est bonne, et ils ont repris en fait le calcul de l'entropie en mécanique statistique de Boltzmann. On va calculer le nombre de micro-états dans le trou noir, etc., etc. Voilà. Mais pour ça, ça fait appel à des trucs un peu plus compliqués, j'ai pas le temps de vous parler, ce qu'on appelle l'holographie, c'est qu'en fait, on découpe la surface même du trou noir en unités de surface élémentaires qui sont des aires de Planck, et ils ont montré justement par des calculs de mécanique statistique qu'il fallait 4 aires de Planck pour avoir un bit d'information. D'accord ? Bon.
Après, vous allez compter l'information, c'est-à-dire vous allez calculer l'entropie comme ça. Et comme les aires de Planck c'est minuscule, 10 puissance moins 66 cm², n'importe quel trou noir, il a une entropie absolument gigantesque. La surface, l'horizon des événements d'un trou noir, en aire de Planck, c'est un nombre phénoménal, et on retrouve donc une entropie extrêmement élevée. Sauf que, c'est bien beau tout ça, mais Kumho et Vafa, et les autres qui ont suivi, n'ont pu faire le calcul, mais jamais dans un cas générique de trou noir. Ils ont pris des trous noirs un peu idéalisés, trous noirs extrémales notamment, etc. Non, là je parlais de la théorie des cordes. Alors après, il y a eu une autre approche de la gravité quantique en boucle qui ont fait une autre approche sur effectivement le calcul de l'entropie des trous noirs. Et comme je n'ai pas encore tout à fait rédigé le chapitre de mon bouquin, je ne peux pas vous répondre directement sur les dernières nouveautés là-dessus. Il faut que j'aille voir un de mes collègues au centre de physique théorique là, pour lui demander où ils en sont dans leur calcul de l'entropie des trous noirs. Apparemment, d'après Carlo et son collaborateur Alejandro Pérez, ils avaient retrouvé d'une autre façon, mais moyennant un paramètre ajustable, effectivement, ils avaient retrouvé la formule S égale A sur 4. Et ce qui est intéressant, c'est que le trou noir joue justement ces phénomènes d'entropie de trou noir, joue un rôle clé dans toutes les théories de gravitation quantique. De même que l'élimination des singularités joue un rôle clé, l'entropie de trou noir joue un rôle clé. Donc chaque approche doit essayer de répondre à sa manière à ces questions-là. C'est une discussion passionnante. Je pense qu'on va la poursuivre, à côté d'un verre. Écoutez, encore merci beaucoup, Jean-Pierre.